Bienvenue à Julien et Sébastien Perret. Je crois que vous êtes deux cousins, tous les deux. C'est ça. Et merci beaucoup de participer à cet échange, hein. Il sera collé à la fin du film et ça permettra aux gens qui ont vu le film d'en savoir un petit peu plus sur les conditions de réalisation, sur les motivations, sur toutes ces choses. Alors la première question que j'aurais envie de vous poser, elle est toute bête, hein, mais c'est comment est venue l'idée de cette route de la soie, là, partir sur la route de la soie? C'était quoi les motivations, combien de temps avant vous avez commencé à y penser, à préparer le truc? Alors c'est une idée qui remonte, à peu près il y a 3 ans, donc 2 ans avant notre départ. On avait entendu parler d'un rallye qui s'appelle le Mongol Rally, pendant lequel en fait, des personnes en groupe partent avec leur voiture, d'Angleterre, jusqu'en Mongolie. Nous au début, on voulait rejoindre ce mouvement-là et faire partie de ce rallye-là et en fait, on a pris connaissance du fait qu'il y avait pas mal de contraintes, sur la date de départ et d'arrivée. On a voulu le faire du coup de notre côté et donc l'itinéraire est né un peu de cette connaissance-là et on s'est dit vu qu'on était plus libre de nos mouvements et puis du temps qu'on allait passer à voyager, voilà, pourquoi pas essayer de le faire cette fois-ci en 3 mois et puis d'aller jusqu'à Vladivostok en Russie afin de rallier symboliquement les 2 océans. Donc l'itinéraire est né un peu comme ça. On avait notre point de départ qui était la France, notre point d'arrivée qui était Vladivostok en Russie. Et puis de là, voilà, on a fait un peu de recherche de notre côté. On s'est vu régulièrement les 6 mois avant notre départ pour établir notre itinéraire, choisir les pays qu'on allait traverser. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né un peu l'itinéraire. Et le film porte du coup sur toute la partie sur des nouvelles routes de la soie et des routes de la soie donc en Asie centrale. Et comme vous avez vu dans le film, pour donner du sens à ce voyage et pour que ça dépasse seulement une itinérance, on a voulu partir avec aussi des dessins qu'on a échangés au fil du voyage et également organiser des projections pour pouvoir communiquer avec les gens qu'on allait rencontrer, avec qui on partageait pas forcément la même langue, voire pas du tout, et pas forcément les mêmes coutumes, habitudes, cultures. Et à travers ces images-là, ces dessins et projections, on a pu établir un lien et ils ont pu aussi devenir acteurs de ce projet. Voilà. Et qu'est-ce qu'il est advenu de tous ces dessins-là? Donc vous en avez donné beaucoup des dessins que vous aviez emportés et vous en avez ramené aussi, donc qu'est-ce qu'ils sont devenus en fait ces dessins? Alors, donc on les a ramenés, on les a triés, donc c'est-à-dire que en fait, on les avait échangés avec toutes les nationalités et puis du coup, à notre retour, on avait tous les classeurs avec tous les dessins entre les mains. Donc on les a tous triés pour les préparer afin de les ramener, dans les écoles dans lesquelles on est allé, dans les classes. Sauf que malheureusement, Il y a eu le la Covid. situation qui est arrivée arrive, et donc on n'a pas pu, on avait des rendez-vous avec les écoles, qui n'ont pas pu se faire et qui ne peuvent pas encore se refaire. Donc les dessins, on les a au chaud dans les classeurs, ils sont prêts et on attend la réouverture des écoles. Et il y avait combien d'écoles qui ont participé au projet là? En fait, c'est nos villages respectifs. Donc en Île-de-France, il y a eu 3 écoles, ou 3 écoles à peu près de chez toi, c'est ça? Oui, alors il y a eu 2 écoles à Orgeval, donc ma Ouais. commune. Il y Et a eu, une école chez moi. Et après aussi, il y avait sur les places des villages, on était en fait, avant de partir, justement dans la préparation du voyage, on a passé le début de l'été, donc le mois de juin, un peu tous les week-ends sur les places des villages, pour proposer lors des marchés, lors des fêtes, un peu aux enfants de pouvoir dessiner. Donc il y avait les enfants des écoles, mais également les enfants de la ville et des villes limitrophes, on va dire. et on a aussi récupéré des dessins d'une association à Orgeval, Mm. qui s'appelle les Cours de Babel. Voilà, donc différents endroits. Moi, Jacques, oui. oui, votre film, j'ai trouvé très, très intéressant, très très beau visuellement aussi. Enfin, je trouve, moi qui suis pas vraiment fan des vues, des prises de vue aériennes et de drones, je trouve que là, ça apporte vraiment quelque chose et c'est vraiment magnifique. Bon, Merci. les paysages sont extraordinaires, mais la façon dont vous les filmez est vraiment remarquable. Mais même ce film m'a laissé une petite frustration, c'est-à-dire que j'aurais aimé voir ce qui se passait avant que vous démarrez quand vous partez, vous sortez de Turquie. Et puis j'aurais aimé voir aussi ce qui s'est passé après, quand vous êtes rentré, quand un de vous deux est rentré et que l'autre a continué tout seul jusqu'à Vladivostok. Je crois même que j'ai cru voir que vous aviez ramené la Lada, non?
Oui, contre toute attente, Ouais. finalement, la Lada est revenue. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, on l'a revendue à un agriculteur qui habite dans l'Orne. Donc elle Sa continue de vie, servir. ouais. Ouais. Et effectivement, en fait, le choix de faire le film uniquement sur l'Asie centrale, était pas le choix de départ. En fait, au début, on voulait raconter le début du voyage jusqu'au moment où on allait se quitter. Et on a commencé par monter les moments qui nous semblaient les plus forts et qui se trouvaient en Asie centrale. Et il y a eu un moment où on s'est retrouvé face à une décision à prendre parce qu'en fait, on avait déjà une matière accumulée de plus de 2 heures de film monté. Et en fait, on s'est rendu compte que le début du film, si on commençait en Europe, aurait été extrêmement différent puisque en Asie centrale, le film se construit sur les rencontres. Et en fait, au début, en Europe, ça s'est construit de manière très différente. C'était un film où on rencontrait les gens un peu moins, d'une manière très différente. Il y avait moins d'hospitalité, mais aussi parce qu'on allait peut-être plus vite dans notre voyage. Et en tout cas, ça a été un voyage aussi génial en Europe, mais très différent. Et à un moment, on s'est dit que pour préserver une cohérence dans le film, il valait mieux prendre la décision de faire un film qui, du coup, artistiquement, se suffirait à lui-même, qui sera en Asie centrale. Et puis, Julien a le projet aussi de faire un film sur la suite. Et peut-être que nous deux, on fera un film sur le début, qui serait un film plutôt assez court, peut-être de 25 minutes, sur la première partie du voyage. Mhm. Et donc vous le disiez, les moments les plus forts, c'était plutôt en Asie centrale. Il y a des anecdotes qu'on voit, pas celles qu'on voit dans le film, hein, mais d'autres choses que vous n'avez pas pu dire ou pas filmer parce qu'on peut pas, on filme pas toujours, on n'a pas toujours une caméra à la main. Mais il y a des choses un peu fortes que vous avez vécues et que vous pouvez nous raconter un petit peu là. Oui, tout à fait. Je pense notamment à un endroit en Ouzbékistan. C'était notre premier soir quand on est arrivé au village de Jaslik. Donc on est arrivé dans le village, on est allé voir le chef du village à qui on a proposé des échanges de dessins ainsi qu'une projection de film. Et donc on a pu organiser ça dans le village. On avait tout filmé, mais malheureusement j'ai eu un problème avec mon appareil photo. La carte mémoire a pété et donc on a perdu tous nos fichiers. Et donc c'est pour ça que aussi voilà, cette rencontre-là, malheureusement, elle n'a pas pu faire partie de ce documentaire-là. Mais oui, voilà. Il y a des moments où on n'a pas filmé parce qu'on ne voulait pas filmer, et donc ces moments-là n'apparaissent pas dans le documentaire. Mais il y a aussi d'autres moments qu'on a filmés, mais que malheureusement on a perdu, et donc qui n'apparaissent pas non plus dans le documentaire. Et puis également, souvent, en fait, là-bas, on était en été, mais la nuit tombait très tôt. À 18h, il faisait nuit presque. Et avec la nuit, souvent, il n'y a pas de lumière artificielle, donc très peu de moyens de filmer. Et donc, de fait, en fait, à partir de 18h, presque, on pouvait plus filmer. Donc, et pourtant, il se passait plein de choses parce qu'on rencontrait les gens le soir, on était invités par eux pour le dîner, des moments pour rester dormir. Mais également, on vivait beaucoup en camping sauvage, donc on plantait nos tentes et en fait, il se passait des choses assez mystérieuses aussi ce soir. Il y avait comme une symbiose qui se créait quand on découvrait un nouvel endroit. Voilà, donc on a pu prendre des photos des étoiles. On aimait aussi beaucoup s'arrêter et profiter de ces moments de silence après le tumulte de la Lada qui cahotait un peu sur les routes. Mais voilà, c'est des moments qu'on n'a pas filmés et peut-être qu'ils ont été vécus aussi de cette manière-là parce qu'on n'a pas pu les filmer. Donc c'est peut-être des choses qui se racontent autrement, donc à travers cet échange-là, peut-être aussi à travers un récit, mais c'est pas le cas pour l'instant. Et j'ai vu que vous avez fait traduire forcément beaucoup d'échanges à votre retour. Et vous n'avez pas eu de surprise dans les traductions au retour? Ah, on a adoré cette partie-là. Ça a été un vrai régal de découvrir ce que les gens disaient, Ouais. parce que malheureusement, on pouvait pas se comprendre sur le moment. Donc on discutait, mais parfois on discutait de choses qu'on ne comprenait pas. On répondait complètement à côté de la plaque. Et puis on a découvert voilà des réactions et des paroles qui nous ont fait beaucoup rire et puis qui aussi nous ont parfois attendris. Donc c'était génial de faire cette partie-là. On avait l'intention de le faire. Et puis en fait, on a sollicité l'aide de personnes qui vivaient justement dans les pays dans lesquels on voulait faire traduire nos vidéos par l'intermédiaire de groupes Facebook. Et donc, ils nous ont aidés à traduire toutes ces vidéos qu'on avait. Et notamment, il y a en fait la version qu'on a présentée au festival, une version de 52 minutes, et on a également monté une version plus longue qu'on aimerait éditer en DVD, qu'on va éditer d'ailleurs en DVD. Et il y a une rencontre supplémentaire où on a découvert des traductions extrêmement drôles, notamment puisqu'en fait on a découvert qu'elles se foutaient un peu. Enfin voilà, on avait rencontré deux cousines qui habitaient ensemble
dans une maison et qui se foutaient de nous en fait parce que on passait notre temps à filmer leurs allées et venues et ça les faisait beaucoup rire parce que par exemple à un moment elle nous a dit allez tu vas voir il va encore te filmer là. Vas-y, ouvre le fourneau, tu vas voir, il va filmer. Donc là, elle ouvre le fourneau et puis elle nous dit bon, vas-y, filme maintenant. Donc nous, on est là, thank you. Sans comprendre ce qu'elle disait. On ne comprenait rien, mais et puis on a découvert aussi qu'elle nous racontait l'histoire de son fils, de sa fille, voilà, qui faisait des études, son fils qui travaillait dans le bâtiment. Donc c'est des choses auxquelles on avait moins accès pendant le voyage et qu'on a découvert et comme si le voyage continuait en fait, même en étant rentré après. Ouais. Mais justement, par rapport à ça, le voyage qui continue, vous avez fait un périple très long en fait en distance et finalement en un temps relativement court. Et est-ce que ça crée pas une frustration? Est-ce que ça vous donne pas envie de retourner dans ces régions? Je parle d'Asie centrale, hein, pour passer plus de temps, peut-être avoir plus de contact avec les gens. Parce qu'on a l'impression que vous passez de bons moments avec les gens, mais bon, après, dans le film, c'est une vue parcellaire qu'on a, hein, mais on se dit quand même sur 3 mois, c'est relativement court hein, par rapport à la distance. Oui, tout à fait. Les rencontres qu'on faisait, généralement, elles duraient pas plus d'une demi-journée ou d'une journée. Donc c'était très rapide, mais malgré le fait que ce soit rapide, on arrivait quand même à tisser des liens qui étaient très forts avec les gens qu'on rencontrait. Et alors oui, donc c'était un mode de voyage qui nous obligeait quand même à bouger assez rapidement, mais qu'on a tous les deux adoré. Je pense là-dessus, on est tous les deux d'accord pour dire que malgré le fait qu'on bougeait beaucoup et puis qu'on passait pas mal de temps sur la route, en fait, on voyait tellement de choses diverses qu'on était tout le temps étonnés. Il y avait tout le temps de la surprise. Et donc c'est un mode de voyage qu'on a bien aimé, mais c'est aussi qui nous a aussi donné envie de voyager différemment, peut-être sur de prochains projets, en passant plus de temps dans un endroit plus limité géographiquement. Donc oui, c'est une de nos envies plus tard. Oui, je pense qu'à chaque type de voyage, ses avantages et ses inconvénients. Effectivement, on avait l'avantage de pouvoir, comme tu dis, être sans cesse découvrir des choses différentes tous les jours, d'avoir des stimuli différents, de faire beaucoup de découvertes, voilà. Mais également, voilà, ça a pu créer au début une petite frustration le temps qu'on s'adapte, qu'on se dise bon bah voilà, c'est comme ça, ce voyage on l'a voulu comme ça, et donc ça veut dire que tous les jours on va changer d'endroit, voire ou tous les 2 jours, et ça nous apporte beaucoup de choses, mais d'un autre côté, la frustration, elle s'est évacuée très vite quand on a compris que c'était ce type de voyage-là qu'on avait décidé de faire. Et comme dit Julien, ça nous a donné envie aussi d'en faire d'autres et notamment de retourner voir les gens qu'on a rencontrés, notamment au Tadjikistan, qui est un pays voilà, qu'on a adoré et avec les habitants avec qui on s'est beaucoup attaché. Alors après, moi, j'avais une question par rapport au niveau de la technique. Vous aviez un petit vidéoprojecteur, mais vous aviez aussi cette petite imprimante là. En restant à travers le film, on a l'impression que l'imprimante finalement, ça apporte plus de choses que le. Mais c'est bon, je sais pas, c'est le ressenti qu'on a à travers le film, mais ça a l'air vraiment génial de pouvoir laisser une trace derrière soi, quoi. Oui. Donc c'est une petite imprimante portable électrique qui nous permettait voilà d'imprimer des photos très rapidement. Donc des photos qu'on prenait avec notre appareil photo, avec notre téléphone, qu'on pouvait imprimer tout de suite. Et donc oui, tout de suite, en fait, ça a plu beaucoup aux gens qu'on rencontrait et particulièrement aux enfants qui sautaient de joie à l'idée d'avoir une photo d'eux tirée sur du papier. Donc nous, ça nous a fait beaucoup plaisir de le faire. Et puis en effet, voilà, ça permet aussi de se dire que bah, les photos qu'on fait, elles appartiennent aussi aux gens qu'on rencontre et pas seulement à nous. Donc c'est un échange mutuel. Et oui, ça a été source de beaucoup d'excitation vis-à-vis des enfants. Jacques, tu avais un. Oui, je voulais vous parler de vos projets. J'ai cru voir sur votre page Facebook que vous aviez des projets pour cette année même, mais j'ai l'impression que tout est remis en question actuellement, non? De projets de voyage Oui, un voyage. J'ai vu un projet de voyage en Chine, non? Non? Ah, alors ça, en fait, moi j'avais voyagé l'année dernière, mais pour un autre projet au Népal.
Initialement, ça devait être en Chine, mais c'était au Népal. Mais donc, je ne sais pas du tout si c'est ça que vous aviez vu. Mais en tout cas, sur notre page, il était une fois dans l'Est, on n'a rien, on n'a rien annoncé pour l'instant. Et hors page, vos projets immédiats de voyage ou de films, parce que je vois que vous êtes pas seulement vous réalisez pas seulement des films de voyage, mais vous êtes également des passionnés de cinéma. Oui. Pour ma part, effectivement, j'ai des projets de fiction, des courts-métrages que j'écris, que je suis en train d'essayer de faire financer, ce genre de choses, et d'écriture aussi de longs-métrages et tout. Et après, un prochain voyage, on ne sait quand ce sera possible, mais ouais, je pense que on verra. On n'annonce rien encore pour l'instant, on ne sait pas trop en fait ce qu'on va faire, mais ça nous donne très envie, je pense. Puis Julien. Et oui, de mon côté, j'assouvis en fait un peu mon besoin d'aventure et puis de filmer, de monter des vidéos en faisant des micro-aventures. Donc ça m'arrive de partir 4-5 jours. Par exemple, il y a 2 semaines, je suis parti 5 jours dans les Pyrénées faire de la randonnée en autonomie. Donc j'aime bien, je filme, j'aime bien monter et puis je partage ça. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je partage aussi des vidéos un peu d'aventure. Et là, ce voyage-là sur la route de la soie, c'est le premier voyage que vous faisiez tous les deux? Complètement, ouais. Et le dernier. Je déconne. C'était le premier voyage qu'on faisait. Alors, on est déjà partis ensemble quand on était tout petit. Quand on était petit, jusqu'à nos 18 ans, on partait une fois par an, une semaine chez nos grands-parents à la montagne. Et donc, c'est un peu ce qui nous a donné aussi le goût, je pense, de la randonnée, de la nature, des grands paysages, des grandes montagnes. Et voilà, donc là, c'est notre premier voyage, notre premier grand voyage, donc individuellement, mais en même temps ensemble. On n'était jamais parti en fait aussi longtemps. Donc c'est la première fois qu'on a découvert un peu ce qu'est un voyage au long cours, avec ce rythme un peu effréné, et aimer aussi toutes ces stimulations. Et effectivement, je pense que les gens nous disaient c'est le voyage d'une vie, mais je pense que les gens qui disent ça n'ont pas fait ce genre de voyage, parce que quand on l'a vécu, on sait que c'est le début d'une vie de voyage plutôt. Mais et ça s'est toujours bien passé là, je sais pas, dans des moments un peu difficiles, par exemple quand je pense au col dans la neige là, quand la situation commence à devenir délicate, qu'il faut finalement faire demi-tour. Vous étiez bien en phase tous les deux? Ça faisait déjà un moment que vous étiez ensemble, donc je pense que chacun s'habitue un peu à l'autre, mais il y a eu des moments de tension ou ça roule tout seul? Alors, pour être honnête, je pense qu'on a eu de la chance sur le fait qu'en fait, on était généralement en phase sur notre mode de voyage, sur la vitesse de notre voyage. On était régulièrement sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. On aimait tous les deux aller faire du bivouac, aller arriver à 22h, 23h sur un lieu complètement perdu, poser les tentes, mettre 1 heure pour le faire et puis le lendemain mettre 1 heure pour tout débarrasser. On aimait tous les deux le faire. Voilà, notre mode de voyage était assez en phase. Bien sûr, ça nous est arrivé d'avoir des moments où on n'était pas tout à fait d'accord. Et puis curieusement, c'est arrivé un peu plus quand on était en ville. Donc, quand on était moins proche de la nature, on était peut-être un peu plus stressé et plus à même, voilà, d'avoir des petites disputes, mais jamais rien qui nous ait donné l'impression de se dire j'ai envie d'arrêter le voyage ou bien j'ai envie de le continuer seul. Ça, c'est jamais arrivé. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que c'était un peu un pari, parce que avant qu'on parte ensemble en voyage, c'était une période où on s'était un peu perdu de vue. Donc on était très très fusionnels quand on était jeunes, mais quand on est parti, ça faisait 2-3 ans qu'on se voyait juste en repas de famille. Donc ça aurait très bien pu extrêmement mal se passer, mais heureusement ça n'a pas été le cas. Non, mais c'est vrai que je citais cette situation parce qu'il y aurait bien pu en avoir un qui a envie de continuer et l'autre qui dise non, c'est pas raisonnable, il vaut mieux faire demi-tour. Là, vous avez été d'accord tous les deux pour faire demi-tour, en fait. Mais d'ailleurs, dans les moments qu'on a montré dans le film, mais qui se sont passés d'une manière plus intense, on va dire, ce moment-là est assez fort, parce qu'en fait, dans le film, on a filmé que la première fois, mais c'est-à-dire qu'après, on a quand même refait 2 tentatives.
et en fait on voyait pas bien, on se rendait pas bien compte, mais la colline était entièrement enneigée et on a eu de la chance quand on a glissé de buter en fait sur une petite paroi. Mais sinon c'était le toboggan jusqu'en bas et là je pense qu'on aurait perdu la voiture et puis nous je sais pas comment on s'en serait sorti quoi. Mais donc on a réessayé 2 fois quand même. On était un peu buté et après on s'est donc oui, là, je crois même d'ailleurs, moi j'étais un peu inconscient, je crois que j'ai proposé qu'on continue une fois de plus. Et Julien il m'a dit non mais là c'est mort, là on arrête. Et je me suis dit bon bah il a raison. Hein. Donc ouais, ça allait quoi, ce genre de moment. À ce même endroit, il y a quelque chose qui m'a étonné. Si je me souviens bien, vous êtes sur une petite piste qui a l'air très loin de tout et vous suivez un GPS qui a l'air d'une précision extraordinaire quand on voit l'endroit où ça se passe. C'est assez étonnant, ça. Oui, non, mais c'est vrai, en fait, malgré le fait que parfois on se retrouvait dans des endroits complètement isolés, on avait pratiquement tout le temps, on avait accès à notre GPS. Généralement, quand on arrivait dans un nouveau pays, on allait acheter une puce locale pour avoir Internet. Mais voilà, en fait, on téléchargeait nos cartes à l'avance, c'est-à-dire que dès qu'on était dans une auberge ou dans un hôtel et qu'on avait accès au Wi-Fi ou dans un restaurant, on téléchargeait les cartes des endroits qu'on allait visiter par la suite, de manière à les avoir hors connexion. Et donc voilà, derrière, on avait quand même tout le temps notre itinéraire qu'on pouvait suivre avec les cartes. C'est vrai que c'est toujours un peu surréaliste quand on est dans un endroit complètement perdu et qu'on a le GPS sur une route qui n'en est pas une. Souvent, c'est à peine une piste et le GPS nous dit bon, prenez la première à droite. Ouais. Ça Et là, fait la un peu. première à droite, c'est un trou d'arbre, quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé sur cette piste. Hein. Si on avait vu des photos, on serait pas parti dessus. Mais il se trouvait que l'un des GPS qu'on utilise, qui s'appelle Maps.me, qui est extrêmement précis, nous avait dit que c'était une sorte de raccourci. Il y avait une autre piste à côté, plus loin. Mais en fait, sur le GPS, on voit 2 traits. On ne sait pas lequel est la piste, lequel est la route goudronnée. Donc nous, on est parti forcément sur la mauvaise en se disant que ça allait être un raccourci. Mais voilà, après, c'est bien, ça nous fait découvrir des choses aussi. Et du coup, vous avez été content du choix de la Lada aussi. Ça a été un véhicule fiable. Vous n'avez pas eu de soucis avec. J'ai vu que déjà, vous aviez l'origine de la Lada. Enfin, c'est pas moi qui l'ai remarqué, c'est Jacques. Hein, mais immatriculé 42. 42, c'est la Loire. Donc, nous, on est dans la Loire. Là, hein. Donc, on s'est dit, ils ont fait déjà le bon choix au niveau de l'origine de la Lada. C'est vrai. Mais oui, comment ça s'est passé? Donc, ça a été. Il y en a un qui connaît un peu la mécanique plus que l'autre? Pas du tout. Non. Il me semblait. Hein, Non, on est parti avec vraiment zéro base de mécanique. On a acheté la voiture à peu près 2 mois avant de partir. On avait déjà quelques problèmes. 2 semaines avant de partir, il y a le pot d'échappement qui est tombé, qui s'est décroché. Donc on l'a remise à un garage qui l'a réparé in extremis. On est parti avec la voiture en l'état, en espérant qu'elle tienne et sans avoir de bagages techniques en mécanique. Donc on a pu faire et heureusement on a rencontré différents problèmes sur la route. On a eu quelques problèmes mécaniques avec la voiture, mais on a tout le temps pu trouver soit des pièces de rechange, soit quelqu'un qui pouvait réparer les pièces qui étaient cassées. Et donc voilà, donc sur la route on a eu besoin quand même d'avoir ce genre de réparation. On a dû pas mal faire confiance aux gens qu'on rencontrait aussi. Mais d'ailleurs, on l'a fait avec grand plaisir parce que les gens là-bas sont très compétents. En fait, ils passent leur vie à bricoler leur propre voiture, celle des voisins. Enfin, et en plus de ça, la Lada a quand même l'avantage de n'avoir aucun électronique. Donc, et en plus de ça, d'être une voiture soviétique. Et les pays qu'on a traversés étaient des anciens pays soviétiques, donc ils avaient toutes les pièces de rechange. C'était pas comme si on était venu avec une Zoé électrique qui aurait été impossible à réparer. Même si elle est très écologique. En tout cas, ça, le choix de la voiture, ça a été, je pense, le meilleur choix qu'on ait fait du voyage, mis à part celui de partir. Très bien. Ben, je pense qu'on va vous remercier. C'était très sympa de nous avoir donné des explications complémentaires. J'espère qu'on aura l'occasion de vous accueillir en réel au festival pour peut-être à l'occasion d'un prochain film, un prochain voyage. Et puis, Jacques, tu veux rajouter
Non, mais moi je suis impatient de voir Vladivostok et le retour de Vladivostok. Ah oui, ça a été vraiment la déception, Jacques m'en parlait encore tout à l'heure, là, de ne pas être allé jusqu'au bout. À la limite, commencer en Turquie, mais on aurait bien aimé aller jusqu'au bout. Eh ben, j'espère que le documentaire que je montrerai peut-être sera à la hauteur du festival, on verra. Un grand merci à tous les deux et puis Merci à vous. bonne route pour la suite. Merci. Un grand merci, au revoir. Merci, au revoir.